Bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Alors, en préalable, je voudrais m'excuser car je suis grippé, mais avec votre permission, je vais quand même enlever mon masque. Ce sera plus facile pour moi pour parler pour cette conférence. Donc, je vous remercie. Donc, merci d'être venus nombreux à cette nouvelle conférence du cycle annuel des archives territoriales. Alors, c'est la 3e conférence de l'année et il y en a plusieurs autres que nous allons vous proposer d'ici décembre. Alors, donc, notez déjà que le vendredi 28 juin, M. Tristan Bellardi viendra nous parler du contesté franco-hollandais et des populations du Haut-Maroni entre 1860 et 1893. Que le vendredi 4 octobre, Mme Mireille Badami fera une conférence sur la généalogie des familles amérindiennes Kalina de 1890 à nos jours. Que le vendredi 25 octobre, M. Philippe Collin parlera du bagne et d'Albert Londres. Qu'en novembre, la date n'est pas encore tout à fait fixée, M. Jean Moumou fera une conférence sur les Noirs marrons de Guyane. Et en décembre, nous aurons, pour terminer l'année, 2 conférences. L'une de M. Frédéric Le Simple sur les sciences coloniales et l'administration au XVIIe et XVIIIe siècle. Et le 20 décembre, une conférence de Mesdames Delanon et Famaro sur la famille Bassière. Voilà. Donc, des intitulés de conférences très, très divers où je pense chacun peut trouver de l'intérêt et de la curiosité. Voilà. Donc, c'est un peu étrange pour moi parce que d'habitude, j'introduis les conférenciers. Donc, aujourd'hui, je m'introduis moi-même, ce qui, évidemment, me met dans une situation un peu schizophrénique. Voilà, donc je vais... alors, dans le cadre de cette conférence, alors ce n'est pas une conférence comme d'habitude de présentation d'un travail universitaire, hein, c'est plutôt une conférence que je qualifierais d'archivistique. Il s'agit pour moi de vous parler de ces documents appelés registres nominatifs d'esclaves qui ont fait l'objet l'année dernière d'une inscription au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Voilà. Donc le 18 mai 2023 ont été inscrits au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO les registres nominatifs d'esclaves des anciennes colonies françaises, donc Haïti, donc anciennement Saint-Domingue, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane et la Réunion. Donc cette inscription s'est faite à l'initiative, ce qui est quand même intéressant, d'Haïti et de la France. Et l'organisme qui a un peu suivi le dossier du point de vue français, donc c'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors le registre international Mémoire du monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un programme de l'UNESCO donc qui vise donc à faciliter la conservation du patrimoine documentaire mondial, donc en particulier dans les zones touchées par les conflits ou les catastrophes naturelles, d'aider à assurer un accès universel au patrimoine documentaire et à mieux faire prendre conscience partout dans le monde de l'existence et de l'intérêt du patrimoine documentaire. Donc depuis 1995, il y a près de 500 inscriptions qui ont été faites au registre international Mémoire du monde. Alors c'est très variable, hein, ça peut aller d'un document particulièrement remarquable à une série de documents. Là, c'est le cas ici avec les registres nominatifs d'esclaves. Et ça touche vraiment tous les continents et tous les pays. Alors en principe, les inscriptions sont faites par au moins 2 pays, mais il y a quand même quelques exceptions où parfois les inscriptions sont proposées par un seul pays et acceptées donc par l'UNESCO. Donc les registres nominatifs des esclaves, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, ce n'est pas les registres où il y a des noms d'esclaves. Ce n'est pas suffisant pour en faire des registres nominatifs d'esclaves au sens de la définition qu'on a retenue pour cette inscription. Donc en fait, c'est vraiment des registres, je reprends là la définition qui figure sur le site de l'UNESCO, donc les registres qui consignent des événements majeurs de l'existence des esclaves du fait de l'obligation du baptême catholique et d'évolution de la législation à la fin de la période esclavagiste. Donc cette collection se compose ainsi principalement de registres, de baptême, mariage, sépulture, puis de naissance, mariage, décès, on va le voir, d'affranchissement, de nouveaux libres, de registres matricules et de feuilles de recensement et de déclarations de marronnage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces registres? Alors, comme je le disais, pas uniquement des noms. Alors, on va trouver des noms aussi, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que selon les types de registres, on va trouver des descriptions physiques
on va trouver des dates, donc des dates de décès, des dates de naissance, des dates d'affranchissement, et on va se trouver aussi des éléments sur la filiation. Donc tout ça qui contribue à donner une individualité, à constituer des liens familiaux pour les personnes réduites en esclavage. D'où l'importance de ces registres. Alors parmi ces registres, je vais commencer par l'état civil et les registres paroissiaux. Alors le Code noir, que vous connaissez tous, dans ses articles 2 et 14, prescrit aux maîtres de faire baptiser leurs esclaves et de leur assurer une sépulture, du moins pour ceux qui sont baptisés. Voilà. Donc ce que vous voyez là sur l'article 14 sur la sépulture, donc, qui précise bien que les maîtres sont tenus de faire enterrer leurs esclaves en terre sainte, dans le cimetière destiné à cet effet. Donc la phrase qui dit « à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés », ce n'est pas particulier aux esclaves, c'est lié au fait, c'était valable aussi par la législation de l'époque pour les gens qui n'étaient pas baptisés et qui n'étaient pas catholiques. On connaît tous l'histoire, par exemple, de Molière, qui a dû être enterré, ou les comédiens qu'on enterrait de nuit, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pour les baptêmes, donc il y a l'obligation du baptême et l'obligation de la sépulture pour les esclaves laissent entendre que, évidemment, c'est les curés qui accomplissaient ces sacrements tenaient des registres. Mais si ces registres ont existé en Guyane, on n'en a conservé aucun. Voilà, contrairement à ce qu'on constate dans d'autres anciennes colonies françaises. Et les registres de baptême, de mariage et de sépulture, les premiers qui ont subsisté, en fait, datent du XIXe siècle. Le plus ancien étant un registre de 1820 qui concerne la paroisse de Sinnamary et qui est connu par une copie, en fait, du XXe siècle. Alors, ces registres paroissiaux, qu'on appelle registres de catholicité après la création de l'état civil à 1792, sont entrés aux archives territoriales par le dépôt des archives du diocèse de Cayenne. Donc l'évêque a passé une convention avec la collectivité territoriale de Guyane pour donner ces archives historiques. Et donc dans ces archives historiques, il y a une très belle collection, bien que lacunaire, de registres de catholicité qui remontent au début du XIXe siècle. On a même un registre des années 1780 pour la zone du contesté, franco-brésilien. Alors l'intérêt de ces registres paroissiaux, c'est que dans le cas qui nous intéresse ce soir, on voit apparaître les mariages, les sépultures et les baptêmes des esclaves à une époque où ils n'étaient pas pris en compte par l'état civil. Mais on va aussi voir apparaître, par exemple, des Amérindiens. Des Amérindiens catholiques, à partir du moment où ils sont catholiques, on va les voir apparaître dans ces registres de baptême alors qu'ils n'apparaissent pas dans l'état civil, puisque comme vous le savez, l'état civil pour les Indiens comme pour les Bushinengue n'est devenu une réalité en Guyane que dans les années 1960. Voilà. Donc vous noterez sur cet extrait du registre de 1820 de Sinnamary. L'intérêt aussi, c'est évidemment la mention des parrains, donc évidemment qu'on n'a pas dans l'état civil. Donc ce qui nous en dit quand même, ce qui nous apporte quand même des informations sur les relations de sociabilité, les relations de convivialité au sein de la population esclave. Donc ce serait une étude intéressante à faire, de savoir qui est parrain de qui, comme ça a été fait par exemple sur les registres paroissiaux en métropole, pour établir un peu une sorte d'étude sur les relations sociales. Voilà. Donc un autre exemple, c'est le registre des baptêmes des esclaves du canal Torcy en 1844. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu aussi l'idée de la forme que prennent ces registres. Donc vous voyez, on pourrait dire que c'est pas très bien écrit, donc c'est un peu cursif, mais ça reste quand même extrêmement intéressant par les informations qui sont données. Alors l'état civil des esclaves a été créé par l'ordonnance du 4 août 1833.
Donc je vous ai mis sur cette slide l'article 2 de l'ordonnance qui prescrit justement la tenue d'état civil pour les esclaves. Donc, c'est mis en œuvre à partir du 1er janvier 1834. Et donc, de 1834 à 1848, le maire de Cayenne et dans les quartiers, les commandants de quartier vont tenir en fait 2 séries de registres parallèles, c'est-à-dire une série de registres pour les libres, blancs ou de couleur, et une série pour les esclaves. Voilà. C'est l'occasion pour moi d'expliquer que, contrairement à ce qui se fait dans d'autres anciennes colonies françaises, il n'y a jamais eu de séparation dans les registres paroissiaux avant 1792 et dans l'état civil entre les registres pour les blancs et les registres pour les libres de couleur. Ils ont toujours été confondus dans les mêmes registres. Mais il y a bien des registres pour les libres, et à partir de 1833, à partir de 1834, pardon, des registres pour les libres et des registres pour les esclaves. Donc ces registres, comme tous les registres d'état civil, sont tenus en double. Un exemplaire qui reste en commune, et qui aujourd'hui, normalement, doit se retrouver dans les archives communales, et un registre qui est envoyé au greffe du tribunal, qui les a finalement versés aux archives territoriales de Guyane. Enfin, pas tout à fait directement, puisque en 1956, à l'issue d'une mission, on va dire, d'audit qui avait été fait par un archiviste de métropole, et comme il n'y avait pas de service d'archives en Guyane, puisqu'en Guyane, le service des archives départementales a été créé en 1982 seulement, donc c'est l'avant-dernier créé en France avant Mayotte, alors qu'en Martinique ou en Guadeloupe, c'est 1949 et 1952 de mémoire, donc vous voyez, en Guyane, le service a été créé presque 30 ans après les Antilles. Et donc, comme il n'y avait pas de service d'archives en 1956 et qu'on pensait que les archives couraient un risque d'être conservées dans les locaux de la préfecture, puisque le service d'archives était à la préfecture, on a rapatrié en métropole un certain nombre de documents judiciaires, dont l'état civil, puisque l'état civil dépend de la justice, et qui sont restés donc conservés au ministère puis aux Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence jusqu'en décembre 2022, où la CTG les a fait revenir pour être conservés aux archives territoriales de Guyane, puisque depuis 2020, nous bénéficions dans la MCMG de conditions de conservation qui nous permettaient de revendiquer ces registres. C'est ce qu'on appelait, pour ceux qui ont fréquenté les Archives nationales d'outre-mer, c'est ce qu'on appelait le fonds Guyane Dépôt, donc qu'on pouvait consulter là-bas, qui était géré par nos collègues des Archives nationales d'outre-mer, mais qui appartenait à la Guyane, et que donc qu'on a fait rapatrier. Donc dedans, il y a l'état civil des esclaves, mais il y a aussi beaucoup de registres judiciaires, et notamment la série complète des registres des audiences du Conseil supérieur de Cayenne, donc qui est l'équivalent, on va dire, l'ancêtre de la cour d'appel aujourd'hui. Donc c'était la cour souveraine de Guyane, qui a été créée en 1700 et installée en 1703, et donc on a les registres complets qui avaient été envoyés aussi en métropole et qu'on a récupéré donc en décembre 2022. Donc un fonds extrêmement intéressant qui est classé et qui est donc aujourd'hui consultable dans notre salle de lecture, sous réserve évidemment de l'état de conservation des documents qui est toujours très variable, comme vous le savez, aux archives territoriales de Guyane. Alors un exemple de registre d'état civil des esclaves, c'est celui du quartier de Roura pour 1835. Alors, voilà, ça se présente un peu comme un état civil de libre, sauf qu'évidemment, dans un état civil d'esclave, ce ne sont pas les parents qui déclarent les enfants, mais c'est le maître. Donc c'est le maître qui va devant qui va pas forcément, parce qu'on va voir que parfois il se contentait de faire une déclaration écrite, mais qui va devant le commissaire de quartier, le commissaire dans les quartiers, ou devant le maire de Cayenne, et qui déclare l'enfant, qui dit que son esclave a accouché d'un enfant, et c'est lui qui lui donne le nom. Voilà, donc c'est pas la mère esclave qui donne le nom à son enfant, c'est le maître qui choisit le nom de son esclave nouveau-né. Donc, ça, c'est un extrait de l'exemplaire communal des registres d'état civil de Roura que la commune de Roura a déposé aux archives territoriales de Guyane.
puisque cette fameuse collection communale de registres d'état civil d'esclaves, certaines communes ont décidé de les déposer pour qu'elles soient mieux conservées aux archives territoriales de Guyane. Donc actuellement, je crois qu'on est à 5 communes, Regina, Roura, de mémoire, Saint-Georges de l'Oyapock et tout récemment Montsinéry, Tonnegrande. Voilà. Voilà, là c'est un autre exemple, mais là c'est la collection du greffe, donc celle qui avait été envoyée en métropole en 1956 et qu'on a rapatriée en 2022. Voilà. Donc voilà, vous avez la même chose. Donc voilà, c'est un monsieur Luer qui agit au nom de la dame Pierre Dumas et qui déclare donc qu'une esclave âgée de 28 ans donc a accouché, voilà, le 8 décembre à 5 h du matin dans la maison de sa maîtresse, rue de la Côte, donc on est à Cayenne, hein, d'un enfant du sexe féminin. Voilà. Et on précise mulâtresse, à qui on a donné le nom de Mélaïde. Alors ça, ce sont en fait des déclarations qui ont subsisté, que les maîtres envoient au maire de Cayenne ou au commandant de quartier pour justement annoncer, enfin faire la déclaration des naissances ou des décès de leurs esclaves. Donc là, vous avez un décès d'une jeune esclave qui s'appelle Fidelia et qui a 4 ans, donc qui est décédée. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu l'encre qui est acide a un peu attaqué le papier. Et là, vous avez une déclaration de naissance, voilà, d'une esclave qui s'appelle Louisa, âgée de 25 ans. Donc, enfin, ça c'est la mère qui a donné naissance à un Frédéric, un jeune Frédéric. Voilà. Donc c'est le type de. C'est très rare de conserver ce type de document, puisque évidemment quand le commissaire de quartier ou le maire de Cayenne recevait les documents, il inscrivait sur le registre, et après il devait les détruire ou pas les conserver. Et en fait, ils ont été conservés par l'intermédiaire des dossiers de mariage. Donc quand ces personnes un peu plus tard, alors surtout les déclarations de naissance, un peu plus tard ont voulu se marier, bah, ils ont dû démontrer comme on le fait à chaque fois qu'on se marie, on fait un dossier de mariage, on doit donner un certain nombre de preuves de son identité. Et donc c'est dans cette série qui s'appelle la sous-série 3E, dossier de mariage, enfin pièces annexes de l'état civil, mais essentiellement des dossiers de mariage, mais quelques dossiers de divorce, qu'on a pu retrouver ces documents. Alors, dans la série des registres nominatifs d'esclaves, un autre type de document qui se rapproche un peu de l'état civil et que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est les registres d'individualité des nouveaux libres de 1848. Donc ce sont les registres qui, après la seconde abolition, cette fois-ci définitive de l'esclavage, le 27 avril 1848, dont la nouvelle est arrivée en Guyane le 10 juin, donc annoncée dans le journal officiel de la Guyane le 10 juin, avec effet 2 mois après, le 10 août. Donc l'abolition effective, c'était le 10 août. Donc le 8 décembre 1848, le gouverneur prescrit l'établissement de registres destinés à, comme dit le texte, à l'inscription générale des esclaves affranchis par le décret d'abolition. Voilà. Donc le terme de registre d'individualité, parce que c'est pas le même terme dans toutes les anciennes colonies françaises. Je discutais avec mes collègues des Antilles et de la Réunion, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est vraiment le terme qui apparaît dans les textes. Hein, c'est registre d'individualité des nouveaux livres. Voilà. Donc ces registres, en fait, on a envoyé, le procureur général a envoyé dans les quartiers alors, pas forcément des magistrats, mais des agents qui, en fait, ont reçu tous les nouveaux livres et leur ont attribué donc, les ont enregistrés, leur nom, leur prénom, on verra après de quoi est composé ces registres. Voilà. Donc les registres, ils ont été déposés au greffe du tribunal de première instance et ils ont été tenus jusque dans les années 1860, c'est-à-dire on a ajouté à certains endroits des mentions, notamment des mentions de légitimation par mariage. Donc là, vous avez le cas, par exemple, de Lucien et Charlot Bétain, qui sont reconnus par leur père à l'occasion du mariage de leurs parents, et donc on l'a ajouté dans le registre, c'est, je crois, Irakubo. Voilà à quoi ressemble un registre d'individualité. Alors, ils sont vraiment identiques, hein, tous. Alors, en Guyane, à la différence on en est assez fiers, à la différence de
de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion, on a conservé tous les registres. Hein. Bon, on en a beaucoup moins qu'eux, c'est certain. Enfin, il y en a eu beaucoup moins qu'eux au départ, mais on les a tous conservés. Donc, ils se présentent de façon vraiment uniforme. Alors, cette présentation est très différente. C'est la surprise que j'ai eue quand on a travaillé, justement, qu'on a fait des échanges entre collègues ultramarins. En fait, moi, j'étais convaincu que c'était un formulaire qui était envoyé par l'État central et dans toutes les colonies. En fait, c'est très différent. Les registres d'individualité en Martinique, leur forme est très différente de ceux de la Guyane. Et c'est le cas aussi en La Réunion et c'est le cas aussi en Guadeloupe. Donc, il n'y a vraiment pas de formulaire unique centralisé qui aurait été repris par toutes les anciennes colonies. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble un registre d'individualité. Donc, vous pourrez en voir dans l'exposition que nous présentons jusqu'au 15 juin. Donc voilà, là, c'est le quartier de Roura. Donc, à chaque fois, on va vous donner le nom et les prénoms. Enfin, le nom patronymique, pardon. Le prénom, le sexe, l'âge, la profession, le lieu de naissance. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est Afrique, et puis après, c'est Guyane, donc c'est pas toujours très précis. Hein. Le lieu de domicile, la mention du mariage, donc là, on précise que la dame est veuve, mais on peut dire qu'elle est mariée. Parfois, on précise, quand il y a le mari et la femme sur la même liste, on va préciser femme d'un tel, etc. Voilà. Et quelques observations. Donc, ça, donc là, par exemple, dans les observations, on a mis les liens de filiation. Donc, fille d'Henriette, fille de Gabriel. Voilà. Et alors, vous aurez reconnu, je l'ai fait exprès, hein, vous aurez reconnu de qui il s'agit. Voilà, c'est Henriette Eboué, donc c'est la nouvelle libre de 1848 qui était à l'origine, donc c'est l'arrière-grand-mère ou la grand-mère, je ne sais plus très bien, de Félix Eboué. Voilà. Alors, l'arrêté du gouverneur de décembre 1848 prévoyait qu'un registre soit laissé en mairie. C'est bien ce que disent les textes. Mais on n'en a jamais trouvé. Donc je sais que j'ai un collègue archiviste dans la salle, il me contredira peut-être, mais en commune, il n'y a pas de registre d'individualité de 1848, bien que les textes prévoyaient qu'on en garde un. En revanche, un exemplaire a bien été envoyé en métropole, et donc aux Archives nationales d'outre-mer, vous allez trouver un second exemplaire des registres d'individualité. Donc ça, c'est aussi, quelques exemplaires ont survécu, c'est en fait le certificat, si j'ose dire, que le magistrat donnait aux nouveaux libres après leur enregistrement. Donc on les enregistrait sur le registre et on leur laissait un certificat, vous voyez, extrait des registres matricules, nanana. Donc là, ça concerne une dame maladif, voilà. Donc on retrouve exactement, évidemment, les mêmes critères, si j'ose dire. Là, on précise qu'elle est mariée à Auguste. Vous voyez, donc, vous voyez, 3 février 1849, le procureur général Vidal de Lingeange. Voilà. Et donc, les gens gardaient ça par devers eux. Et c'est aussi dans les dossiers de mariage qu'on retrouve ces documents-là, puisque c'est des documents qu'ils ont produits au moment de leur mariage pour montrer, pour justifier de leur identité. Donc, vous le savez sans doute, mais je vous rappelle que l'ensemble des registres d'individualité ont été édités dans ce volume-là, Libre et citoyen en 1848. Donc ça, c'est l'édition de 2019. Hein. Donc vous avez, voilà, donc ça c'est la page de couverture. Et donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Hein. Donc c'est par quartier et vous avez la liste. Alors on a repris les informations essentielles, c'est-à-dire le nom de famille, le prénom, l'âge et le lieu de naissance. Voilà. Donc c'est vraiment un instrument de recherche vraiment très très utile pour toute personne qui fait une recherche généalogique sur ses ancêtres ou même éventuellement pour des études historiques par quartier, etc. Que ce document. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible. Nous on en a quelques exemplaires, mais on est à l'association des professeurs d'histoire-géographie, Madame Zonzon, je ne sais pas si... Non, il n'y a plus d'exemplaires. Voilà. Donc, autre typologie dans ces registres nominatifs d'esclaves, les actes d'affranchissement.
Alors, le Code noir de 1685 prévoyait que les esclaves pouvaient être affranchis par leur maître. Donc, je vous ai mis l'article 55 du Code noir, qui, lui, ne prévoit aucune restriction. C'est-à-dire, le maître peut affranchir ses esclaves sans qu'il soit tenu de rendre raison de l'affranchissement. Donc, le Code noir reconnaît une liberté pleine et entière, si j'ose dire, au maître d'affranchir ses esclaves. Voilà. Cependant, le pouvoir royal et les autorités coloniales locales se sont efforcés, jusqu'au premier quart du XIXe siècle, de restreindre les possibilités d'affranchissement. Alors, par exemple, en 1726, on limite les affranchissements à des cas bien précis, donc esclaves qui ont sauvé la vie de leur maître, ou de sa femme ou de ses enfants, ou empêché la perte de leurs biens. En 1736, on défend aux maîtres, en contradiction avec le Code noir, on défend aux maîtres d'affranchir leurs esclaves sans la permission ou la ratification du gouverneur. Et enfin, en 1819, on va instaurer le paiement d'une taxe d'affranchissement. Voilà. Tout ça, évidemment, pour restreindre les possibilités d'affranchissement dans une société qui se fige beaucoup et où les habitants blancs comment dirais-je, oui, se figent sur une opposition blanc libre, esclave noir, et avec la montée et d'un mauvais œil, la montée de cette classe intermédiaire, entre guillemets, que sont les libres de couleur, et qui brouille un peu les cartes dans une vision de la société qu'eux, ils voient binaire et liée en fait à la couleur de peau. Autre manière de restreindre la liberté, c'est quand on a rétabli l'esclavage en Guyane après la première abolition de 1794, quand il a été rétabli en 1803, donc par un arrêté du gouverneur Victor Hugues. En fait, on a quand même on a introduit des exceptions. C'est-à-dire, on a dit tout le monde redevient esclave, sauf deux catégories de personnes. Ceux qui peuvent prouver qu'ils étaient libres avant 1794, donc avant la première abolition, et ceux qui peuvent démontrer qu'ils possèdent une habitation, ils possèdent une propriété, donc l'importance évidemment de la propriété, ou qu'ils aient une occupation, etc., qui leur permet de vivre, etc. Ils sont artisans, ils sont, voilà, ils sont charpentiers, etc., etc. Donc, en 1803, on a demandé à toutes les personnes qui pouvaient entrer dans ces deux exceptions d'apporter leur titre au secrétariat du gouvernement. Et on a conservé, donc dans la série L, l'enregistrement de tous les titres des personnes qui disaient « Ah ben moi, je peux rester libre parce que j'étais libre avant 1794 ». Donc c'est un document qui est extrêmement important du point de vue historique, puisque ça nous donne, je crois qu'il y a presque 383 personnes recensées, 300 affranchis recensés. Donc ça nous donne des indications précieuses sur l'affranchissement de personnes, alors que les actes eux-mêmes ont disparu, puisqu'on ne garde pas beaucoup d'actes de cette époque-là. Voilà. Et donc on retrouve évidemment, donc c'est un système, on a numéroté, donc c'est numéroté dans l'ordre des déclarations qui sont arrivées au secrétariat. Et donc c'est assez succinct, mais donc là on précise qui avait fait la demande d'affranchissement, la date de la demande. Donc là vous voyez c'est 8 mai 1789. L'affranchissement donc de la nommée Jeanne Négresse, etc., a été régulièrement accordé. Voilà. Et là on a l'accord de ce qu'on disait les administrateurs de la colonie, c'est-à-dire le gouverneur et l'ordonnateur. C'est-à-dire l'équivalent, l'ordonnateur, c'est l'équivalent de l'intendant en métropole. Voilà. Ce document a été édité je crois qu'il en reste et que vous pourrez vous le procurer. Voilà, dans ce petit opuscule qui s'appelle Les titres de la liberté, libres de couleur en Guyane avant 1794, l'enregistrement de 1803, édition commentée. Donc on a édité sous forme de tableau pour simplifier la lecture tout le document et vous pourrez retrouver, et on sait déjà que ça a été très utile à beaucoup de personnes qui sont venues faire des recherches chez nous, qui ont pu retrouver des ancêtres, etc., dont les actes ont été perdus, mais qui apparaissaient dans ce document de 1803. Autre
tentative pour limiter l'affranchissement, c'est l'ordonnance du 8 novembre 1819 qui dit que les personnes qui auraient été affranchies régulièrement, c'est-à-dire avec l'autorisation du maître et après avoir payé la taxe d'affranchissement, pour être totalement libres, devront faire un temps de service dans la Compagnie noire de la Guyane. Voilà. Donc ils sont libres, mais on leur dit, bah, vous allez faire 7 ans, alors ça varie de 6 à 10 ans, vous allez faire un service dans la compagnie avant d'être totalement libre. Voilà. Donc, et on a la chance d'avoir conservé le registre de congés, ce qu'on appelle les congés absolus sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire, et à l'époque on appelait ça un congé absolu, c'est-à-dire le moment où le militaire part de son unité, de son régiment. Et là, évidemment, ça vaut acte d'affranchissement. Voilà. Donc, et c'est quand même très intéressant, puisque, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc vous allez avoir le nom, là. Donc là, vous avez un Jean-Baptiste Marseille. Voilà, donc gendarme à la dite compagnie soldée, voilà, de couleur. Alors, né là, c'est pas précisé, mais il y a d'autres personnes où on précise au moins l'année. Donc, né en Afrique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des éléments de taille, donc voilà, parce que c'est des militaires. Hein. Donc là, on sait qu'il faisait 1,670 m. Voilà. Et après, il y a des informations sur ses dates de service. Donc, et là, on détaille tous ses services. Quand est-ce qu'il est entré dans la compagnie, voilà, et quand est-ce qu'il a été congédié, etc. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement intéressant aussi pour la généalogie, mais aussi pour l'histoire tout court. Alors après une période Ancien Régime et Restauration, où on a vraiment une très forte volonté de restreindre les affranchissements, avec la monarchie de Juillet, donc qui survient en 1830, on a au contraire une politique qui veut favoriser la liberté des esclaves. Donc c'est une volonté d'aller vers l'abolition, mais par une émancipation progressive. Voilà. Donc il y a plusieurs mesures dont les principales sont en 1831 la suppression de la taxe d'affranchissement. Donc les propriétaires n'ayant plus à payer la taxe d'affranchissement seront plus portés s'ils ont envie d'affranchir un esclave de le faire. Et puis il y a évidemment la célèbre loi Maco de 1845 qui instaure le rachat forcé, c'est-à-dire que l'esclave peut se racheter et racheter ses ascendants ou descendants, donc le maître ne peut pas refuser le rachat. Simplement, s'il y a désaccord entre le maître et l'esclave sur le prix d'achat, on institue une commission qui s'appelle la commission de rachat, dont on a retrouvé le registre dans les documents qui nous ont été rendus par les ANOM et qu'on expose dans l'exposition, et qui est chargée justement de rendre un arbitrage entre la proposition de l'esclave et les exigences du maître sur le prix de la liberté. Voilà. Donc ces mesures qui sont prises par la monarchie de Juillet, qui par ailleurs, c'est pas dans notre propos, mais qui par ailleurs supprime dès 1831 toutes les contraintes qui étaient au livre de couleur, parce que la Restauration avait imposé beaucoup d'interdictions au livre de couleur. Il ne pouvait pas porter l'épée, il ne pouvait pas être officier, il ne pouvait pas évidemment être élu au Conseil général ou au Conseil colonial, etc. Tout ça, la monarchie de Juillet, dès le début, supprime et dit que les libres de couleur sont les égaux des libres blancs et qu'ils ont accès aux mêmes avantages, aux mêmes charges, etc. Et ils doivent supporter aussi les mêmes charges fiscales notamment. Voilà. Donc toutes ces mesures de la monarchie de Juillet fait que le nombre d'affranchissements augmente considérablement en Guyane entre 1830 et 1848. Voilà. Donc on a pu estimer qu'il y avait 2491 esclaves qui avaient été affranchis entre 1830 et 1848, représentant 27% de la population dite de couleur de 1848. Voilà. Il faut savoir qu'en 1789, en Guyane, il y avait moins de 500 libres de couleur. Et qu'on se retrouve, et qu'en 1848, il y en avait 5000. Donc le nombre a été décuplé entre ces deux dates. Par ailleurs, en 1846 et 1847, deux ordonnances royales décident l'affranchissement des esclaves du domaine royal. Alors, le roi Louis-Philippe, qui avait accepté de se lancer dans une politique d'émancipation progressive, n'a jamais osé sauter le pas, parce qu'au fond, il était assez conservateur sur ces questions-là. Et c'est notamment pour ça qu'à
quelqu'un comme Schœlcher, par exemple, qui au départ était partisan d'une émancipation progressive, par réaction, parce qu'il se dit que finalement il n'y arriverait pas avec ce gouvernement, s'est radicalisé et est devenu un abolitionniste convaincu et un partisan de l'abolition totale et immédiate. Donc on possède un registre des transcriptions des actes du gouverneur portant affranchissement d'esclaves pour 1834-1848. Voilà. Donc ça se présente en fait, voilà, donc c'est la transcription manuscrite de l'acte de l'arrêté du gouverneur qui a transcrit avec des tableaux où on retrouve toutes les informations sur les esclaves. Alors on va mieux le voir parce que c'était aussi publié au bulletin officiel de la Guyane française. Donc là, vous l'avez pour 1847, donc on voit mieux le tableau que dans la version manuscrite, bien sûr. Et ça vous donne, donc vous pouvez voir exactement les éléments qu'on va trouver. Donc le numéro d'ordre, le nom et les prénoms, le nom patronymique, le sexe, l'âge, le lien de parenté. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous donne des informations sur les filiations, le lieu de naissance, la profession, le nom des communes où la franchise réside, et puis le nom des déclarants. Vous voyez ? Donc ça c'est le maître, ça c'est le procureur du roi qui a demandé l'affranchissement. Là il y a des mentions extrêmement intéressantes, par exemple Marie-Antoinette est rachetée par sa mère, voilà. Elle est rachetée par elle-même, donc ça c'est le rachat forcé, hein. Voilà, rachetée, voilà. Donc toutes ces informations sont extrêmement intéressantes. Comme le dit l'arrêté, donc ils sont déclarés libres et seront inscrits en cette qualité dans les registres de l'état civil de leurs quartiers respectifs. Donc j'ai voulu aller vérifier si c'était vrai effectivement. Enfin, j'avais pas de doute, mais donc j'ai été chercher Augustin Marquand et effectivement dans l'acte d'affranchissement, dans les registres d'état civil de Caux, on retrouve effectivement la transcription dans l'acte d'état civil de l'arrêté qu'on a trouvé publié au bulletin officiel de la Guyane, donc, qui est retranscrit dans l'état civil puisqu'il va servir d'acte pour servir d'acte officiel. Donc, je vous ai parlé des ordonnances de 1846 et 1847 qui ont libéré des esclaves du domaine royal. Donc voilà un extrait du bulletin des lois où on trouve ces ordonnances. Donc ça concerne toutes les colonies de l'époque, donc Martinique, Guadeloupe. Donc donc cette ordonnance de 1846, donc j'ai gardé les pages qui concernent la Guyane, la Guyane française. Voilà, donc voilà toute la liste. Donc c'est des esclaves qui appartenaient au roi, hein, qui travaillaient donc pour le roi. Voilà, donc voilà Antoinette Marie, âgée de 25 ans, couturière. Voilà, donc toute la série des voilà. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on a l'âge, on a le prénom, mais on a aussi des éléments de filiation. Donc on voit que Noël est le fils de Victorieux et de Magdelon qui ont été affranchis en même temps que lui. Autre typologie de documents faisant partie de ces registres nominatifs d'esclaves inscrits à la mémoire du monde de l'UNESCO, les actes de marronnage. Donc le marronnage, hein, donc résistance à l'esclavage, existe depuis le XVIIIe siècle, même sans doute avant, enfin depuis qu'il y a de l'esclavage. Voilà. Jusqu'en 1848, le gouvernement colonial multiplie les ordonnances pour enrayer le phénomène du marronnage. Alors il alterne la répression et aussi la clémence. Donc de temps en temps il y a des amnisties, de temps en temps il y a des grâces. Donc l'amnistie, on dit tous ceux qui rentreront avant telle date pourront le faire sans crainte, etc., etc., etc. Voilà. Et évidemment la multiplication des ordonnances montre évidemment dans ce domaine comme dans bien d'autres que le marronnage était une pratique contre laquelle l'administration ne pouvait mettre. Voilà. Donc on distingue, comme vous le savez, le petit marronnage de moins d'un mois et le grand marronnage au-delà d'un mois peut avoir plusieurs années. Alors c'est important parce que le petit marronnage en général il est considéré comme non délictueux et donc il n'est pas sanctionné en principe. Voilà. Donc si la personne revient avant un mois, on considère qu'il n'y a pas de raison de punir. Voilà. Alors un ordre du gouverneur du 10 juillet 1821 prescrit la déclaration par les maîtres des marronnages dans les 72 heures à Cayenne et sous huitaine dans les quartiers. Parce que le gouvernement trouvait que quand même les maîtres mettaient pas trop la main
montrait pas toujours beaucoup de zèle pour lutter contre le marronnage. Il disait, bon, l'esclave, il est parti, mais il va revenir, etc., parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent, etc. Donc, il décide quand même de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et donc, les déclarations sont insérées à la feuille de la Guyane. Voilà un exemple, donc pour 1828, de déclaration de marronnage. Alors celle-là, elle concerne un marron célèbre qui est Gabriel. Alors, vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que là, il y a quand même beaucoup d'informations. Donc on a le nom de sa nation, etc., où il habitait, bon, ce qu'il a fait, etc., etc. En tout cas, ce qu'on lui reproche. Et après, donc voilà. Et puis surtout, on a sa taille, voilà, ici, voilà. On a dit que ça a des mentions sur sa peau, et puis sur sa poitrine, ses orteils, etc. Et puis évidemment. Et ça intéresse certains chercheurs, etc., c'est les mentions des tatouages. Voilà. Okay. Donc, lui, c'était visiblement le leader, c'était le plus important de la bande de marrons, puisque les autres sont quand même décrits de façon beaucoup plus succincte. Voilà. Et puis, on signale aussi les marrons arrêtés. Voilà. Ceux qui sont revenus. Enfin, qui sont arrêtés, et puis aussi ceux qui sont revenus. Il y a aussi les marrons, on peut signaler les marrons rentrés. Alors, il a été aussi tenu dans les quartiers des registres de marronnage manuscrits à partir de 1822. Alors, très peu ont été conservés. Donc, je vous indique là sur le slide ce que nous conservons. Donc, la Carouanie pour 1844-1845, l'île de Cayenne, c'est-à-dire Rémire pour 1837-1834, Irakubo pour 1844-1847, Caux. Donc, c'est très tardif, à part Oyapock, 1826 et 1827. Et souvent, il faut le dire, les registres sont vierges. Donc ils ont été ouverts, mais ils n'ont jamais été remplis. Voilà, donc ce sont les... Je vous ai décrit les différents registres qui ont été pris en compte pour l'inscription à l'UNESCO des registres nominatifs d'esclaves de la Guyane. Mais je voulais terminer sur une source complémentaire qui n'a pas été stricto sensu prise dans cette liste, qui sont les recensements de population. Alors les recensements de population sont faits de façon systématique depuis le XVIIIe siècle et une ordonnance royale de 1730. L'origine est fiscale en fait. C'est pour asseoir l'impôt de la capitation, qui, comme son nom l'indique, est un impôt par tête, qui est dû par tous les personnes libres ou esclaves de plus de 14 ans et de moins de 60 ans. Et donc on faisait annuellement, les maîtres devaient annuellement déclarer les membres de leur famille, qu'ils soient libres ou qu'ils soient esclaves. Alors il y avait toute une série, et même ceux qui étaient exemptés, parce qu'il y avait toute une série d'exemptions. Par exemple, le gouverneur ne payait de capitation pour rien. Donc, il était exempté pour lui-même, pour sa famille et pour ses domestiques libres et pour ses esclaves. Et puis après, un certain nombre d'officiers, eux, avaient droit à exemption dans la limite de 12 esclaves, dans la limite de 10 esclaves. Et plus on descend dans la hiérarchie, évidemment, moins l'exemption est importante. Et puis, il y avait aussi les nobles qui étaient exemptés, en partie, et puis les hommes d'église. Hein. Certains hommes d'église étaient exemptés pour un certain nombre d'esclaves de la capitation. Voilà. Alors, évidemment, on se dit depuis 1730, youpi, ça doit être une source absolument magique et incroyable pour l'histoire de la Guyane, sauf que malheureusement, on ne les a pas conservés. Voilà, donc, et que jusqu'en 1848, en fait, on n'en conserve que deux. Un recensement de 1810 qui concerne Cayenne seul, et un recensement de 1844 qui concerne Cayenne, Caux, Kourou, Makuria et Mana. Voilà. C'est tout ce qui reste avant 1848 des recensements de population en Guyane. Voilà donc un exemple de 1810. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, donc là, c'est un formulaire, c'est le même formulaire pour tout le monde. Donc là, on a l'année de recensement, le nom de la personne. Donc là, c'est une libre de couleur qui s'appelle Geneviève, dite Zéline. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez là, en fait. Je ne sais pas si vous lisez bien. En fait, c'est Mulatresse Pin. Alors, jusqu'en 1830, c'est très net dans le recensement de 1810. Jusqu'en 1830, les affranchis de première génération, on précise toujours, alors on met
nègre Dupont, mulâtresse Pain. Voilà, on fait toujours référence à leur ancien maître. Ça s'efface à la deuxième génération. Et ce qui est étonnant et qui montre bien la discrimination qui est faite à l'égard des livres de couleur, c'est que le recensement de 1810 de Cayenne, il est par ordre alphabétique. Mais par ordre alphabétique du nom de famille pour les blancs, mais par ordre alphabétique du prénom pour les livres de couleur. Donc après un Berthier Pierre, qui est un blanc, vous aurez une Béatrice, Béatrice François, François c'est son nom de famille, mais elle sera classée à son prénom. Voilà. Et bien évidemment, les livres de couleur n'ont jamais droit au titre de sieur, au titre de monsieur, etc. C'est le dit ou voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi sur cette déclaration, donc elle donne son âge, etc., puisque l'âge est important, puisque les enfants de moins de 14 ans ne paient pas la capitation. Mais vous avez noté qu'elle a 3 enfants, mes enfants libres, et elle a un fils ici, pacifique, mon fils esclave. Voilà, donc il y a plein de cas, c'est passionnant, il y a plein de situations comme ça. Alors on ne sait pas hein, d'où vient cette situation. Alors peut-être qu'elle a été affranchie par son maître et qui lui a mis son fils, qui lui a donné son fils comme esclave et qu'elle n'a pas eu les moyens comme il faut payer la taxe, de le faire affranchir. Donc c'est voilà. Donc mais c'est quand même assez étonnant à nos yeux d'aujourd'hui de voir mes enfants libres et mon fils esclave. Voilà, donc là c'est un autre exemple, mais ça concerne un livre de couleur. Donc voilà, c'est pour vous donner l'intérêt que ça peut avoir du point de vue. En plus, il y a les métiers. Donc je suis en train d'éditer pour tout vous dire, je suis en train d'éditer le recensement de Cayenne de 1810. Donc c'est un peu compliqué, un peu difficile, mais je pense que quand ce sera fait, ce sera vraiment très intéressant. Il y a des informations sur les métiers, par exemple, sur donc on découvre des cuisiniers, on découvre des coiffeurs, on découvre plein de métiers voilà. Et aussi c'est intéressant pour savoir aussi qui avait des esclaves, combien les gens en avaient, etc. Et donc on a des surprises quand même sur qui avait le plus d'esclaves à Cayenne en 1810. Donc c'est vraiment un document extrêmement intéressant. Malheureusement, comme je l'ai dit, isolé, il n'y a pas de série avec lesquelles on pourrait faire des comparaisons. Recensement de 1844. Voilà. Là, il faut que je me mette là, parce que, excusez-moi. Donc là, on est à Caux. Voilà. Donc c'est le recensement, en fait, de l'habitation d'Auguste Barras. Voilà. Qui réside à Paris, en fait, donc qui est comme un certain nombre d'habitants qui délèguent sa gestion à ce monsieur-là, qui est son régisseur. Voilà. Et donc vous voyez Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici on a un historique de l'habitation. Donc on sait qu'il l'a acheté en 1840, qu'il l'a acheté, c'était une vente judiciaire, etc. On sait qu'il l'a acheté, etc. Et puis là vous avez la liste. Donc voilà, là vous avez lui, son régisseur, les livres, et tous les restes c'est les esclaves. Voilà. Alors donc le nom, la profession. Enfin non, excusez-moi. Alors, on met profession, mais en fait là, oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Ils ont mis l'origine. Oui, il y a créole. Je ne sais pas si vous voyez là, créole. Puis après, il y a des noms de, voilà, il y a Bibi, etc. Bagou, etc. Voilà. Carbari. Et après, on a évidemment, donc l'âge, etc., etc. Et puis voilà. Et là, vous avez là, les métiers ont été reportés ici. Voilà. Et puis on met les métiers, puis on indique aussi les esclaves qui sont morts d'un recensement à l'autre pour pas payer la capitation. Et puis parfois ceux qui sont malades, puisque les invalides aussi ne payaient pas la capitation. Donc là voilà, c'est infirme, pêcheur, invalide ici. Voilà. Voilà. Donc là, cultivateur, donc c'est en fait c'est des noirs de pelle, comme on disait, hein. Charpentier, voilà, les différents métiers, maçon, forgeron, cuisinière, pêcheur, etc. Et pour terminer, je voulais vous informer que les registres nominatifs des esclaves sont en ligne depuis le début de cette année.
sur notre portail documentaire, donc https://archive.ctguyane.fr. Donc si vous allez, pardon, excusez-moi, si vous allez, voilà, vous avez marqué registre, et voilà, donc vous avez la liste de tous les registres qui sont numérisés, qui sont accessibles, vous pouvez consulter depuis chez vous, hein. Et donc les registres nominatifs d'esclaves, donc les affranchissements, et les registres d'individualité des nouveaux libres. Donc ça c'est une copie d'écran qui est assez ancienne, il y a eu des choses qui ont été rajoutées depuis, hein. Et je vous avoue tout, je ne vous montre pas le site parce qu'en ce moment il ne fonctionne pas. Mais il va repartir bientôt. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions.